Bonjour, et chronique manga aujourd'hui, un petit peu dans l'actualité, du moins au regard des publications françaises, puisque je vais parler de La Femme Serpent, troisième recueil de Kazuo Umezu à être publié aux éditions du Lézard Noir. Donc c'est ce troisième recueil, après deux que j'avais beaucoup aimé, surtout le premier, La Maison aux Insectes, mais aussi dans une moindre mesure le deuxième, Le Vœu Maudit. Notons que d'autres œuvres de l'auteur ont été publiées chez d'autres éditeurs en France, et notamment sa plus célèbre série, L'école emportée, qu'il faudra bien que je lise un jour. Mais je m'en tiens à ces recueils-là. Donc La Maison aux Insectes, tout particulièrement, m'avait fait une très forte impression. Œuvre séminale, d'une intense originalité, et riche d'audace tant graphique que narrative, aux sources du manga d'horreur moderne, dont Kazuo Umezu est systématiquement présenté comme étant l'initiateur. Mais plus encore avec une œuvre antérieure en fait. Dans sa préface à La Maison aux Insectes, le fameux réalisateur, qu'il faut encore que je m'approprie certes, Kiyoshi Kurosawa, s'étendait tout particulièrement sur le choc produit quand il était enfant par une BD de Kazuo Umezu, alors tout jeune auteur, c'était il y a 50 ans tout de même, en 1965 très concrètement, BD titrée J'ai peur de maman et diffusée dans une revue destinée aux petites filles selon la classification japonaise des mangas en fonction du public cible. C'était donc un shoujo et la revue affichait cette orientation sans la moindre ambiguïté, s'intitulant Shoujo Friend. Les deux précédents recueils du Lézard Noir, pour autant, n'étaient pas des shoujo ou seulement par la bande, avec le court récit Le Jeune dans Le Vœu Maudit, même si l'on pouvait y sentir une certaine influence, et surtout dans La Maison aux Insectes, mettant l'accent sur les personnages féminins. Mais globalement, sauf erreur, il n'y avait guère plus de shonen pour jeunes garçons, même si un peu dans le second recueil, et on visait plutôt la catégorie seinen pour jeunes adultes. Il faut cependant mettre en avant Le Serpent, BD de 1975 figurant dans Le Vœu Maudit, qui est forcément un écho des BD de 10 ans antérieurs du présent volume, mais dans une optique cette fois plus shonen que shoujo. Mais ce shoujo a eu un effet peu ou prou traumatique, dont bien d'autres sources que le seul Kiyoshi Kurosawa qui en témoignait ici. Les petites filles étaient littéralement terrifiées par ce qu'on leur faisait lire, mais elles en redemandaient. C'était la découverte de ce qu'avoir peur peut être divertissant, dont témoigne cette fois la romancière Hitomi Kanehara dans sa postface au présent volume, que je ne vais pas évoquer plus en détail dans la mesure où elle se mue très vite en un délire scatologique dont je ne vois pas bien le propos. Les petits garçons qui, dans la cour de l'école, empruntaient volontiers les magazines de leurs copines, étaient tout aussi terrifiés par cette lecture hors norme. Et chez nos petites têtes, en fait pas vraiment blondes pour le coup, filles ou garçons, ça a suscité des vocations. J'ai peur de maman, et ses suites, puisque suite il y a eu, est un moment clé de l'histoire du manga. Ça se vérifie ça et là, j'ai par exemple jeté un œil à ce qu'en disait Karin Nishimura Poupée dans son histoire du manga qu'il me faudra bien lire prochainement. Avant cette BD, on trouvait déjà des shoujo orientés mystère et même éventuellement épouvante. En fait, c'était déjà un genre classique du registre, une subdivision commune du shoujo, même si peut-être un peu moins pratiquée que d'autres visant davantage la romance ou la comédie. Mais quand Kazuo Umezu a livré J'ai peur de maman à Shoujo Friend en 1965, il a pourtant peu ou prou suscité un nouveau genre, et même le manga d'horreur moderne, dépassant les catégories shoujo et compagnie, en raison de l'intensité de son récit, qui allait sans doute bien plus loin dans l'horreur que tout ce qui précédait. La BD n'en respecte pas moins des codes shoujo, qui peuvent être très déconcertants pour un public occidental qui n'en a pas l'habitude, un béancien dans mon genre tout particulièrement. Graphiquement, cette dimension s'exprime surtout dans le personnage principal, systématiquement et comme de juste une petite fille, une écolière vraiment prépubère. À la différence de ce qui se produisait dans les deux précédents recueils du Lézard Noir, reprenant des histoires courtes sans lien entre elles, ici les trois BD au programme de ce recueil, par ailleurs plus longs que les précédents, d'une bonne centaine de pages, se suivent et forment un tout. Dans les deux premières, J'ai peur de maman et La fille d'acheter, nous suivons donc la même héroïne, la petite Yumiko, et les deux BD sont directement liées, la seconde étant la suite peu ou prou immédiate de la première. C'est un peu différent concernant la troisième histoire, qui est aussi la plus longue, La fillette serpent, mais le lien est bien là. Sans doute vaut-il mieux que je n'en dise pas davantage ici.
Mais je parlais donc des codes graphiques du shoujo, tout particulièrement focalisés sur l'héroïne. Yumiko, tenons-nous à elle pour l'air, mais il en va de même pour ses copines de même âge, est une sorte de poupée, aux formes naïves autant qu'invraisemblables. Ses membres longs et fins témoignent de sa fragilité, mais ce qui frappe avant tout, c'est sa tête, énorme, bien éloignée des proportions naturelles, mais délibérément donc, une tête toute ronde, mangée par d'immenses yeux à la fois noirs et brillants, systématiquement ou presque, à vrai dire c'est mauvais signe quand ce n'est pas le cas, et tout rond également, ainsi que sa bouche plus qu'à son tour ouverte sur un cri d'horreur ou de surprise, et une abondante et ravissante chevelure noire par-dessus, peut-être la seule chose qui la distingue, disons, d'une Candy. Autrement, c'est vraiment ça. Je dois avouer qu'au premier contact, j'ai fortement redouté que cela ne passe pas, que ces codes envahissants nuisent à l'intérêt du récit pour un lecteur tel que moi, non japonais, par ailleurs mâle et adulte. Si, si. D'autant qu'en France, nous ne sommes donc pas très portés à associer petite fille et horreur. C'est peu dire, si l'association est semble-t-il marquée au Japon, elle a peut-être quelque chose d'une totale invraisemblance dans l'Hexagone, et le décalage que cela produit peut légitimement déconcerter. Mais il faut bien comprendre que l'horreur de Kazuo Umezu est intense. L'auteur n'use vraiment pas de la petite cuillère avec ses jeunes lectrices. Cette BD est vraiment cauchemardesque. Ça ne se contente pas de faire frissonner, comme généralement l'épouvante de littérature jeunesse en France, destinée à des écoliers, peut-être plus que des écolières, ou peut-être des préadolescents, et personne au-delà. Non, ça fait peur, vraiment peur, et peut-être même au point de traumatiser. Les témoignages évoqués plus haut vont dans ce sens. Et il faut associer à cette peur intense et de tous les instants un très fort sentiment de désespoir. Et du coup, ces codes, pour être marqués, n'ont en rien nui à mon plaisir de lecture, dans le fond mais aussi très vite dans la forme. Parce que, pour s'en tenir encore à la dimension graphique de la BD, si ces fillettes sont donc très naïvement shoujo dans leur figuration, tout le reste dépasse ces codes. Les monstres dans cette BD sont donc autant d'avatars de la femme serpent, avec une bonne dose de folklore façon yokai, et qui a forcément ses implications en matière de représentation. Mais si cette dernière a quelque chose de naïf par certains aspects, je ne le nie pas, l'effet est pourtant rapidement tout autre, et notamment ce sourire inhumain et bien trop large, par ailleurs en forme de rictus sadique permanent à la façon du Joker dans Batman, devient bientôt un véhicule très efficace de l'horreur, et tout autant, c'est aussi important en fait, du malaise. Et si l'on sourit, peut-être, c'est même pas sûr, aux toutes premières occurrences, c'est bientôt la peur qui devient la réaction essentielle, et épidermique aussi, mais cela fait sens, du lecteur ou de la petite lectrice. Mais il y a aussi tout le reste, les décors et les mille et une astuces de l'auteur pour figurer l'action autant que la peur. Là où Umezu, déjà en 1965 et dans ce cadre de publication bien particulier, fait preuve d'un goût prononcé pour l'utilisation du noir en grands aplats bien vus et qui tranche sur la naïveté des personnages qui s'y inscrivent, mais pour le mieux et jusqu'à susciter un ensemble en fait étrangement cohérent. La forme donc m'a convaincu bien au-delà de mes craintes quant à la dimension shoujo de la bande dessinée, mais il en va de même pour le fond. Sans doute êtes-vous persuadé, ainsi que moi-même à l'origine, qu'une BD pour fillettes de 1965 ne peut pas avoir grand-chose de bien terrifiant. Ça paraîtrait sensé. Mais détrompez-vous. Ainsi que je me suis somme toute vite détrompé moi-même à cette lecture. La femme serpent est donc vraiment, oui je me répète, je sais, une BD cauchemardesque. En fait, de ce que j'ai lu pour l'heure de Kazuo Umezu, dans La Maison aux insectes et le vœu maudit donc, et deux recueils qui m'avaient beaucoup plu dans l'ensemble, La femme serpent est peut-être bien l'album où la peur se fait la plus viscérale et le cauchemar le plus intense, absolument sans compromis. Il y a certes une dimension attendue de l'épouvante ici, mais qui n'en est pas moins habile. Elle apparaît dès le titre de la première bande dessinée, celle qui a donc tout changé, J'ai peur de maman. Forcément, le plus intense véhicule de l'horreur, pour la petite fille, consiste à la figurer dans les êtres qui lui sont le plus chers, et au premier chef sa mère. Plus tard, il en ira de même de nombre de ses copines, et, à vrai dire, d'à peu près tout le monde autour d'elle. Il y a donc un glissement insidieux, pervers à n'en pas douter, mais aussi et surtout très bien vu, de l'horreur enfantine classique en contexte familial et sensible, sur la base de l'idée très commune « ma mère n'est pas vraiment ma mère », disons, vers quelque chose de bien plus global. Et en fait d'horreur, cela m'a plutôt évoqué un auteur de science-fiction, à savoir Philippe K. Dick. La femme serpent prenant la place de la mère, au-delà du folklore yokai et des connotations associées aux reptiles, au Japon comme en Occident, sans doute pas tout à fait les mêmes si la crainte est semble-t-il toujours présente,
Cette femme serpent donc est en fait tout autant un père truqué. Et à mesure que la contamination, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit au bout d'un moment, se répand autour de l'héroïne, qui ne peut plus se fier à personne, l'horreur prend une dimension paranoïaque tout à fait bienvenue. Sous cet angle, à supposer que les craintes de l'héroïne soient bien légitimes, la campagne des environs de Nagano dans les Alpes japonaises, où la petite fille se retrouve isolée, vaut bien l'Innsmouth de Lovecraft, ou quelques films du genre survival avec des zombies, mais en notant que nous étions alors 3 ans avant la nuit des morts vivants. Mais on peut aussi supposer, en fait pas vraiment, mais cette ambiguïté est un jeu classique du fantastique après tout, on peut aussi supposer donc que la petite fille se trompe. Et si elle était folle? Si ce délire autour des serpents partout autour d'elle n'était que cela, un délire? Kazuo Umezu joue naturellement de cette carte, et avec talent. Pour le coup, cela annonce en fait certaines de ses œuvres ultérieures, mêlant hystérie et paranoïa à base de réalité subjective, ainsi dans La Maison aux insectes. Mais bien sûr, c'est ici que surgit cette sensation étouffante de désespoir dont je parlais plus haut, et qui seconde la peur avec brio. Le cauchemar semble ne pas avoir de fin. D'une manière ou d'une autre, tout ne peut qu'empirer. L'horreur ne lâchera pas l'héroïne, et le lecteur pas davantage. Elle ne fera que s'accroître, et les quelques moments de répit entreaperçus çà et là, via de faux happy end notamment, qui ont sans doute quelque chose d'un peu bancal à ce stade, ne sont que des illusions. La peur est toujours là. Elle a toujours été là. Elle sera toujours là. La conclusion de l'album semble bien aller dans ce sens. Sur une base relativement attendue de ce à quoi pouvait ressembler un shoujo d'épouvante, Kazuo Umezu brille donc déjà en pervertissant les thèmes basiques pour en tirer l'essence de l'horreur pure, d'une manière assez ludique et souvent fine par ailleurs. Il brille aussi donc par l'intensité qu'il procure à ses bases horrifiques, et sans doute cela contribuait déjà à le singulariser dans ce contexte de publication. Mais il va en fait encore au-delà. Et donc il ne fait pas de chichi. Il n'aseptise rien au bénéfice des écolières qui sont censées le lire. Et à raison, elles en redemanderont après tout. La BD exprime ainsi l'horreur d'une manière peut-être plus étonnante encore pour un lecteur français, ou plus globalement occidental, habitué à ce que la moindre violence un tant soit peu marquée suffise, aux yeux des censeurs et perd la pudeur, à déclasser un livre ou un film. C'est violent? Donc ce n'est pas pour toi, mon enfant. Et si ça fait peur? Ben, même chose, mon petit. Encore que, passés les premiers cris d'orfraie, la diffusion des mangas en France vers la fin des années 80 et le début des années 90 a sans doute à terme quelque peu changé la donne. Mais un peu avant l'époque de la publication originelle de ces BD au Japon, c'était aux États-Unis la chasse aux sorcières, si j'ose dire, d'un Frederick Wertham et de bien d'autres, qui avaient eu raison notamment des Tales from the Crypt. Revenir sur cette BD justement serait sans doute du plus grand intérêt pour apprécier, globalement, la BD d'horreur dans son rapport avec ses éventuellement jeunes lecteurs. En résultat, la Comics Code Authority, dont le label garantissait des BD sans violence, et autres thèmes dérangeants le cas échéant, comme la drogue par exemple. Les comics de l'époque, à la lisière du Silver Age, en resteraient marqués pour un temps non négligeable. En France, ce n'était pas mieux, voire pire. Il fallait composer avec l'héritage de l'alliance entre catholiques et communistes, les deux tendances censément opposées s'étant associées au nom de l'intérêt supérieur de la morale. Il en résultait une réglementation stricte des publications destinées à la jeunesse, dont les effets pervers dureraient un bon moment, là encore, et parfois de manière très inattendue ou improbable d'ailleurs. Je me souviens que quand j'étais gamin, je lisais régulièrement des Bugdani, ce genre de choses, surtout parce que mon frère était un grand fan de Navion, avec donc toute la collecte. Il y avait des intégrales avec un léger paratexte, lequel était revenu une fois sur cette question de la violence, pour un épisode dans je ne sais plus quel album, où les personnages, dans une situation pas très bugdaniesque à la base, ont maille à partir avec une sorte de gros poulpe. L'héritage de 20 milieux sous les mers n'a pas tenu pour les censeurs, qui ont imposé de refaire cette scène, même en rien violente et somme toute très brève, parce qu'en l'état elle ferait sans doute trop peur à leur chère petite tête blonde. Ce qui serait mal, forcément, personne n'oserait en douter. Et là, je n'ose imaginer la gueule qu'auraient tiré ces séides d'Anastasie si on leur avait soumis la femme serpent. Mais comme on dit chez les jeunes anglophiles t'as vu des réseaux sociaux, sans doute aurait-ce été priceless. Parce que tout cela donc est un bon milliard de fois plus horrifiant que Buck et ses partenaires aux prises avec un poulpe sur une demi-page. Et c'est aussi un peu plus violent. Le Japon a sans doute un rapport très différent à la violence, ou du moins je le crois, et cela transparaît dans cette BD. Pour autant, n'exagérons rien, il ne s'agit pas de prétendre que la BD est gore, elle ne l'est pas. Même si Kazuo Umezu, plus tard, tentera des choses dans ce goût-là, le recueil Le Vœu Maudit en témoigne.
Elle comprend cependant une certaine dose de violence qu'un lecteur français ne peut que trouver stupéfiante au regard du public cible de la BD. Mais les fillettes japonaises ne sont peut-être pas aussi impressionnables que les françaises, ou différemment, à moins que les fillettes françaises ne soient pas aussi impressionnables que ce que les censeurs supposent. Quoi qu'il en soit, à l'occasion, le sang coule, et même ruisselle, voire même en fout partout. Et je ne crois pas que ce soit un spoiler, mais signalons-le au cas où, donc sautez disons 20 secondes si jamais, dans la mesure donc où la couverture, toujours aussi moche hélas, le laisse supposer, mais voilà, Kazuo Umezu aime bien ici faire de vilaines choses avec les yeux, et oui, l'énucléation tout bonnement est un thème, et plus qu'un thème, qui revient régulièrement. Fin du spoiler. Il faut y ajouter, comme dit plus haut, au regard de l'horreur, au registre de l'horreur graphique, les déformations du visage, surtout de la femme serpent, puis de bien d'autres, qui sont à la fois naïves, iconiques, et non dépourvues d'un potentiel de terreur graphique devant le bizarre et l'impossible, qui s'exprime tout particulièrement dans de grandes cases où le hideux et ricanant faciès des monstres, en jaillissant en pleine page ou presque, n'a absolument plus rien d'amusant. Leur sourire répugnant n'en est que plus cruel et menaçant. Mais il y a plus visceral que la violence, ou même plus globalement l'horreur graphique, un jeu sur les phobies très bien vu et qui tétanise sans faire appel au sang ou ce genre de choses, mais creuse au fond même de la psyché du lecteur, ou de la jeune lectrice d'abord, certes, en faisant appel, le cas échéant, à la cruauté ou même, autant le dire, au sadisme. D'autres pathologies mentales ont pu être évoquées, comme la paranoïa ou l'hystérie, voire un peu plus haut. Mais ici, intéressons-nous donc plus particulièrement aux phobies, car deux me paraissent d'une grande importance dans la BD, qui mérite qu'on la souligne. L'herpétophobie, tout d'abord, est bien sûr de la partie, et Kazuo Umezu en joue tout naturellement. Outre les yokai d'apparence faussement humanoïde, et un beau spécimen inévitable de serpents géants, des serpents plus classiques sont régulièrement de la partie, et leur petitesse ne les rend pas moins effrayants, d'autant que leur venin est mortel. Il y a notamment une scène de sauvetage in extremis, ou bien peut-être pas tout à fait, qui gère remarquablement bien le suspense, avec une tension oppressante. Il faut aussi mentionner ces maisons abandonnées où les serpents se comptent par milliers, qui rampent sans un bruit vers leurs victimes, ou submergent de leurs écailles la petite fille qui a eu le malheur de tomber dans leur nid. Je vous laisse le cas échéant la psychologie éventuellement de comptoir qui peut aller avec, mais le fait est que ça marche. Mais une autre phobie joue un rôle essentiel dans la BD, plus inattendue, mais sans doute bien plus terrifiante, et c'est la claustrophobie. Kazuo Umezu joue ici souvent des espaces fermés, qu'il s'agisse d'une maison que la victime en puissance verrouille elle-même, inconsciente de ce que la menace est déjà à l'intérieur, ou d'une cellule, en fait de chambre, dans un hôpital. Mais il y a pire, la Terre elle-même. Ici, je ressens le besoin de spoiler à nouveau un chouïa, alors sautez, disons, la prochaine minute, si vous voulez demeurer vierge de toute révélation intempestive. Il y a donc un moment dans la deuxième histoire, La fillette tachetée, où la petite héroïne est trahie par ses copines, en fait des fillettes serpents, qui la traînent sous la maison de campagne des Alpes japonaises où elle s'est perdue, loin de toute aide. Il y a classiquement un espace entre le plancher et la terre, c'est là qu'elles se rendent. Là, les sadiques créatures ont creusé un trou, qu'elles présentent à l'héroïne comme devant être sa tombe. Elles ont même préparé un poteau portant son nom, Shiji Yumiko, qu'elles exhibent devant elle. Elle la pousse dans le trou et l'enterre vivante, mais jusqu'au bout, au point où seule sa main jaillit encore de la terre, appelant muettement au secours, un secours bien improbable. Retranscrit comme ça, c'est sans doute bien moins fort que dans la BD, mais je peux vous assurer qu'elle fait ici preuve d'une intensité dans le cauchemar, et donc aussi le désespoir, donc je n'ai pas beaucoup d'autres exemples en tête. Alors en plus, dans une BD pour écolière de 1965, on trouve dans la BD d'autres scènes du même acabit. Une autre assez éprouvante elle aussi figure dans la troisième histoire, La fillette serpent. L'héroïne, une autre mais très semblable à Yumiko des deux premières histoires, délibérément, est enfermée dans un cabanon, aucune issue, ou plutôt si, mais guère rassurante. Il y a un tunnel qui s'enfonce sous terre, évocateur bien sûr d'un serpent, mais de taille colossale. La petite fille s'y enfonce, littéralement, et le tunnel se resserre sans cesse. Au bout d'un long moment, la frêle héroïne, qui redoute plus que jamais ce qui se trouvera forcément au bout du tunnel, sait cependant qu'elle n'a d'autre choix que de continuer, car le tunnel est bien trop étroit pour qu'elle puisse faire demi-tour. Le lecteur, ou la petite lectrice, sent alors le poids de la terre peser sur son dos, et l'atmosphère est plus oppressante que jamais, étouffante même. La BD, au milieu de l'horreur, se mêle parfois à d'autres aspects, à la limite du gag en fait.
L'humour et l'horreur peuvent faire très bon ménage, je ne vous apprends rien. C'est souvent dangereux, mais ça peut donner des choses très appréciables. C'est peut-être une dimension qui ressort plus particulièrement des scènes décrivant les signes à quoi l'on reconnaît un serpent, mais avec une ambiguïté appréciable. Faut-il rire ou faut-il avoir peur? En fait, la réponse n'est sans doute jamais totalement tranchée, et ces scènes oscillent donc entre le burlesque et l'inquiétant, le cocasse et le dérangeant. L'alimentation des serpents joue ici un grand rôle, et la femme serpent est tout d'abord identifiée en raison de son goût pour les grenouilles. Yumiko, à sa requête, lui tend son manuel de science, et la femme affamée s'empresse d'arracher la page où figure une photo de grenouille qu'elle dévorera plus tard. La grenouille dès lors constituera un de ces signes qui reviendront sans cesse. Un autre relève également de l'alimentation, le fait de gober des œufs. Les scènes de ce genre sont sans doute les plus amusantes, même si elles contiennent quelque chose de déconcertant, tant cette manière de s'alimenter est radicalement non humaine. Il y a d'autres de ces signes qui, pour le coup, ne font plus du tout appel à l'humour. Ils ne relèvent pas forcément du seul comportement des serpents. Ainsi, la petite fille aveugle, parce qu'elle n'est pas trompée par ses yeux, sait très bien quand il y a un serpent dans la pièce qui prend l'apparence d'un être humain. Mais deux autres aspects à mentionner relèvent bien du comportement animal. Par exemple, le froid, que ne supportent pas les serpents, qui apprécient un bon feu et redoutent les courants d'air et la neige. Mais le plus important de ces signes est assez inattendu, ou du moins je n'en savais rien et ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, et c'est l'intolérance des serpents à la nicotine. Les héroïnes s'en parfument donc. Et surtout, l'amulette protectrice d'une des fillettes contient en fait une cache où elle a dissimulé de la nicotine. C'est un aspect très important de la deuxième histoire où cette amulette joue un grand rôle. Mais qu'est-ce donc qui est censé la protéger? L'amulette elle-même, comme objet surnaturel, ou la substance toute naturelle qu'elle contient? La BD semble donc s'orienter vers la deuxième solution. En fait, la fin de la première histoire pouvait déjà donner l'impression d'une tentative, plus ou moins à droite, mais plutôt moins que plus, de rationaliser le fantastique. Forcément, à la lueur des développements, cela ne tient guère. Le fantastique est bien là, il est même issu du folklore, et avec lui, l'horreur. Ces explications, semble-t-il abandonnées à la fin, ne sont donc clairement pas le point fort de la BD, et peut-être est-ce le moment d'envisager quelques points faibles. Oui, on peut sans doute y déceler ça et là quelques défauts, mais finalement pas grand-chose, et la sensation d'avoir lu un chef-d'œuvre l'emporte largement. Que reprocher à la femme serpent, toute chose égale par ailleurs? Vraiment peu. Une fois que l'on s'est fait au code graphique du shoujo, qui ne sont pas sans impact sur la narration, laquelle est bien parfois naïve, mais c'est le personnage point de vue qui veut ça, tout au plus me faut-il signaler que certains répits sont parfois incompréhensibles. Les gamines passent des pages et des pages à hurler en fuyant la menace, et puis tout à coup, dans le contexte familial notamment, elles font comme si de rien n'était. Hop. En fait, cela peut déboucher sur des scènes plutôt pas inintéressantes, notamment concernant le rapport à la mère. La petite fille sait que sa mère est une femme serpent, mais elle veut l'aimer quand même. Et cela vaut bien au-delà des liens du sang. Dans la troisième histoire, c'est dans un cadre d'adoption que cette espèce se développe, ce qui en tant que tel peut s'avérer touchant. D'autant que le portrait qui est alors fait de la femme serpent, pour des raisons tout à fait sensées qui apparaîtront en leur temps, est beaucoup moins unilatéral que précédemment. Qu'est-ce qui fait le monstre au juste? La femme serpent peut-elle n'être rien d'autre qu'un monstre? Dans l'absolu, oui, c'est assez juste. Et c'est une dimension qui fait sens dans le cadre de ce shoujo, où la relation mère-fille joue un rôle central dès le début. Dans les faits, toutefois, cela ne marche pas vraiment, parce que l'horreur est telle dans les scènes environnantes que ce répit paraît impossible, qu'on ne voit pas comment la petite fille, qui sait toute l'horreur de la situation, pourrait bien faire abstraction au nom d'une forme de compassion humaniste, même si l'on peut y voir, avant tout, de manière plus intime et resserrée, un bien légitime désir inassouvi d'affection. Dans un registre pas forcément si éloigné que cela, mêlant horreur et enfance, j'avais lu tout récemment L'Enfant Insecte, manga de Hideshi Hino, postérieur de 10 ans à La Femme Serpent, soit 1975. La BD n'était certes pas mauvaise, mais ne m'avait pas emballé plus que ça. La Femme Serpent par contre, oui, et ô combien. Contre toute attente, cette BD vieille de 50 ans et destinée à un lectorat de fillettes japonaises m'a passionné, fasciné, terrifié, à un point rare. La maison aux insectes m'avait bluffé et fait l'effet d'une forme de révélation, de surprise aussi en même temps, et ce, quelque temps après une BD bien plus tardive, mais constituant un époustouflant sommet du manga d'horreur, à savoir Spirale de Junji Ito, fan revendiqué de Kazuo Umezu ainsi que de Lovecraft. Mais la femme serpent se hisse sans peine à ce niveau, et le dépasse peut-être même. C'est un vrai chef-d'œuvre, une BD qui compte, qui surprend,
et qui fonctionne toujours après toutes ces années et bien loin de son unique cœur de cible initial, ou plus largement contexte de publication. Un grand merci au Lézard Noir pour cette publication, qui confirme encore un peu plus combien Kazuo Umezu est un authentique génie. J'en veux encore. Moi, oui, moi, parce que je suis une petite fille japonaise, et ça me va très bien comme ça.